Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Terrain de jeu. Ici Mario Giramos. Aujourd'hui, j'ai avec moi Benoît Mercier et Patricia Bieliveau. Bonjour. Comment vous allez? Bonjour, ça va bien toi? Ça va super bien. Vous êtes prêts pour un nouvel épisode de ce podcast 100% jeux vidéo et e-sports sur RDS Jeux vidéo. Alors, comme d'habitude, on va commencer avec un petit tour de table sur... Vous avez joué à quoi cette semaine? Moi, j'ai essayé de jouer au nouveau Dr Mario sur iOS. J'ai eu bien du plaisir, mais là, de ce temps-ci, je suis pas capable de me connecter. Est-ce que ton iPhone est en français? Il est en français. Il faut que tu le mettes en anglais, c'est ça le truc. Moi aussi, j'arrivais pas, j'arrivais pas à l'ouvrir du tout. Puis là, j'ai vu passer, je pense, sur la page Radio Talbot, OK. il a écrit si vous avez de la misère avec l'écran de loading, mettez votre iPhone en anglais, puis ça va régler le problème. Moi, je l'ai mis en anglais, là, ça marchait pas, mais là, je l'ai réinstallé, puis je l'ai reparti après mon iPhone, puis Puis là, ça fonctionne? ça fonctionne, j'ai réussi à jouer finalement. C'est étrange, j'ai joué la première fois, puis j'ai jamais eu de Il y a problème. sûrement eu une mise à jour, puis qui a buggé Ah cette ben affaire. voilà, t'as soigné mon Dr Mario. Patricia, toi? Moi, j'ai joué beaucoup à CTR. À quoi? À CTR, c'est Crash Team Racing, le Ah, nouveau ok, qui vient ok. de sortir, Bon. Nitro Fueled. Super Tu le parles fun. trop en millénial pour nous autres. La petite abréviation est quand même long, le nom. Et j'ai joué aussi à Lego Harry Potter parce que c'est le fun, parce que Bon. il était pas cher, je l'ai acheté. J'ai acheté les 7 années. Fait que là, je D'une me suis shot. remarqué là-dedans. Là, je joue avec mon chum, c'est bien le fun à jouer à deux. Bon, parfait ça. Moi, je suis en train de jouer au nouveau Fire Emblem qui n'est pas encore sorti. Je suis en train de y jouer pour faire la critique. Donc, Nintendo qui nous a fourni des codes. En fait, on va faire 3 critiques différentes parce qu'au fond, il y a comme 3 histoires dans le jeu. Tu peux choisir un des 3 houses. Donc, il y a comme 3 branches si on veut. Ça fait qu'on va chacun jouer les différentes branches et faire 3 critiques au final. Donc, surveiller ça. Ça s'en vient. Là. C'est quand même... C'est quand même un gros jeu. Là. Ouais, c'est quand même un gros jeu. Là. Je pense qu'il sort le 25. Ça fait qu'on on a le temps de... Ça va nous donner le temps de l'explorer puis de faire une critique vraiment plus en profondeur. Donc, surveiller RDS Jeux vidéo pour ça. En attendant, il y a un article de Jean-Philippe Ravenel qui est un peu un aperçu du jeu, de comment le jeu est construit et tout ça. Puis c'est quand même assez différent des Fire Emblem précédents, mais je peux pas en parler plus pour l'instant. C'est encore sous embargo. Mais il y a quand même de l'information qui est déjà disponible sur... qu'est-ce qu'il y a de différent dans ce jeu-là par rapport aux autres titres de la série. Donc, je vous invite à aller découvrir ça. On va sauter donc aux actualités. Hier, il y a eu Nintendo, grosse nouvelle. Ouais. Donc, il y a une nouvelle Nintendo Switch Lite qui a été annoncée. Ça faisait, c'est un petit peu un secret de Polichinelle Ouais, parce on que ça pensait faisait des semaines que il y a des compagnies tierces qui avaient commencé déjà à lister des accessoires pour cette nouvelle version de la Switch. Donc, c'est pas une grande surprise, tout le monde s'y attendait. Cette nouvelle Switch est plus compacte, donc elle est plus petite. Elle est uniquement portable. Donc, c'est vraiment ça qui la diffère de la Switch régulière, c'est que tu ne peux pas la brancher à la TV. Puis, elle veut dire, ouais, mais là, ça sert à quoi? C'est un peu ça le but de la Switch. Ça sert que si toi, tu joues juste portable, puis tu n'as pas envie de payer 400$ pour une Switch, ben celle-là est 200$ US, donc canadien, c'est 200, elle va être listée à 250$. Vous économisez 100$ environ. C'est ça. Donc, c'est sûr que il y a moins de fonctionnalités. Puis il n'y a pas de Joy-Con dans le sens qu'elle est toute Sont fusionnés, c'est un sont morceau. fusionnés, tu ne peux pas sortir les Joy-Con. Ça veut dire tous les jeux sont techniquement compatibles, sauf qu'il y a des jeux comme, mettons, One to Switch ou Super Mario Party qui demandent de jouer avec les Joy-Con. Donc là, tu ne pourras pas jouer... mais en fait, il faut que tu peux connecter des Joy-Con, d'autres Joy-Con à cette Donc, il Switch. faut racheter des manettes Qui supplémentaires. coûtent 100$. Tant qu'à Au ça, final. achetez-vous une Switch Ouais. régulière. Donc, mais tu sais, c'est ça. Je pense que ça vise un certain public qui va pas... qui va... Tu sais, moi, je joue pratiquement juste portable. Tu sais, c'est rare que je la branche sur ma TV à la maison. Ça fait que
je me pose la question, mettons que ma Switch régulière, s'il arriverait de quoi ma Switch, je la perdrais, elle serait volée ou brisée, puis qu'il faut que j'en achète une autre, ben, je vais peut-être considérer acheter celle-là parce que j'ai peut-être pas envie de repayer le plein prix. Puis quand je regarde mes habitudes, ben je joue pratiquement toujours portable. C'est peut-être une impression aussi, mais j'ai l'impression qu'elle est plus robuste au niveau du look. Là, le fait que ce soit une pièce, c'est très bubblegum aussi comme look. C'est des couleurs presque pastel. Je pense que c'est un petit peu comme la 2DS qui était sortie, qui était plus compacte, qui est dans un seul pain. Puis je pense que ça s'adresse peut-être aux enfants aussi. Tu as des enfants plus jeunes puis qui veulent avoir leur Switch à eux. Il y a peut-être la Switch familiale déjà à la maison, puis que là, tu vas avoir une deuxième Switch pour les enfants, ben, je pense que ça c'est une bonne option. C'est une bonne option. Puis surtout, si tu as déjà la Switch régulière, ben, tu as déjà des Joy-Con aussi et tout. Donc, je pense que ça s'adresse justement, je pense, à ceux qui veulent juste jouer portable, qui veulent rien savoir de jouer sur la TV, ou à des familles que c'est comme la deuxième Switch. Mais est-ce qu'on sait s'ils vont sortir finalement leur deuxième version de la Switch? Parce qu'on attendait. Moi, je pensais que c'était ça qui allait sortir en premier. C'était pas une nouvelle version portable. Il y a des rumeurs. D'après moi, il va sûrement éventuellement y avoir une version améliorée aussi de la Switch. Parce qu'en fait, la Switch, elle va vraiment bien au niveau des ventes. Au Japon, ils ont dépassé la PS4 en 2 ans versus les 4 ans ou même plus que la PS4. Plus que 4 ans, oui. Et ils ont sorti aussi une bonne annonce la semaine passée pour dire, tu sais, il y a plus de 2400 jeux en ce moment sur la librairie de la Switch. C'est énorme. Bon, il y a du shovelware un peu là-dedans, mais des jeux un petit peu... il y a 25 000 Zelda aussi, là. Hein? Il y a 25 000 Zelda. Oui, il n'y en a pas tant que ça. Il y a Breath of the Wild, puis là, il y a un nouveau qui s'en vient. Mais, tu sais, au début de la Switch, quand elle est sortie, tout le monde était comme « Ah, c'est juste il y a juste 2-3 jeux. » Puis il y a encore des gens qui sortent un peu cette joke-là là, sur les Facebook, sur les commentaires. « La Switch, il y a juste 3 jeux. » Je pense que les gens se trompent avec la Wii U. Oui, c'est ça, tu sais, mais la Wii a vraiment eu une croissance fulgurante en termes de vente puis en termes de librairie de jeux. Il faut dire que Nintendo, je pense qu'ils ont ouvert un petit peu et sont moins... je pense que c'est plus facile maintenant de publier ton jeu sur une plateforme Nintendo que ça l'a été dans le passé. Tu penses qu'ils sont moins frileux? Ils ont loussé leur règlement par rapport aux indépendants. Avant, si tu pouvais juste publier un exemple, là, tu étais juste reconnu comme une compagnie indépendante si tu avais vraiment un vrai studio. Tu ne pouvais pas être un développeur, mettons, qui travaille à distance. Il y en a qui travaillent à la maison, puis qui ont une façon de travailler un peu plus différente, qui font ça à temps partiel, etc. À distance. Donc, avant, Nintendo avait vraiment des règles plus serrées sur qu'est-ce qu'ils vont reconnaître comme un studio qui peut publier sur notre plateforme. Ils ont loussé les règles depuis quelques années déjà. Puis, en termes, je pense aussi de la compatibilité des moteurs de jeu, je pense que la Switch est vraiment plus compatible avec différents moteurs que la Wii U l'était. Donc, il y a toutes sortes de choses qui font en sorte que c'est plus facile, beaucoup plus facile pour les développeurs indépendants de sortir un jeu, de publier un jeu sur la Switch que ça l'a été sur la Wii U. C'est leur avantage. Bref, pour revenir à cette nouvelle Switch-là, donc oui, il n'y a pas de Joy-Con, il n'y a pas de sortie de clavier plus petite, plus légère. 259 dispo le 20 septembre 2019, donc c'est quand même bientôt, juste à temps pour la rentrée justement, et les fêtes. Pour les enfants qui veulent l'amener dans la cour d'école, parce qu'elle est plus petite, elle va facilement rentrer dans vos poches. Il est plus petite aussi, l'écran Oui, l'écran est un petit peu plus petit. Il va y avoir une édition spéciale, donc elle est disponible en différentes couleurs, puis il va y avoir aussi une édition spéciale pour Pokémon Sword and Shield. Qui vient sans le jeu, c'est ce que je trouve étrange. C'est juste le logo dessus. Oui, c'est ça. Il n'y a pas le jeu qui est inclus avec. Donc, ils font quand même souvent ça. En fait, les gens ils vont l'acheter en pensant que le jeu vient avec, puis finalement, non. Voilà. On parlait de Dr. Mario. Justement, Dr. Mario est disponible depuis avant-hier sur iOS et Android. Donc, Dr. Mario World, c'est vraiment une version mobile de Dr. Mario. C'est quand même assez différent de Dr. Mario classique. On est plus proche de Candy Crush que de Tetris, si on veut, là. En fait, il marche à l'envers. Au lieu que les pilules descendent, elles montent vers le haut. Tu les places en les draguant, puis là, après ça, elles montent, puis là, mais c'est le même principe dans le sens que
tu as des pilules de couleur, tu as des virus de couleur, puis tu les match tree pour les détruire. Au niveau des pilules, on a un nombre limité, par contre. C'est pour ça que c'est complètement différent à ce niveau-là. Donc, tu es vraiment libre de ce que tu peux faire avec ta pilule. Tu peux pratiquement aller la placer où tu veux, sauf que c'est ça. C'est plus stratégique ou est-ce que tu as un nombre limité, puis c'est peut-être plus difficile que ça a l'air. Il faut que tu les places en fonction de ce qu'elles vont créer dans l'environnement. Il faut que tu essaies de faire les combos le plus possible. Donc, c'est ça pour... je l'ai pas noté dans mes notes, mais aujourd'hui, Picnic Panic. C'est un DLC gratuit pour The Messenger, un jeu développé par le studio québécois Sabotage Studio, qui sort aujourd'hui sur PC, PS4 et Nintendo Switch. Donc, c'est vraiment le fun parce que c'est vraiment une nouvelle aventure avec le messager, le ninja. Puis c'est complètement gratuit. Donc, votre copie, je pense qu'elle est supposée se mettre à jour automatiquement, autant si vous êtes sur Steam, GOG ou différentes plateformes PC ou même sur console, sur PS4 et Switch. Si ça ne se fait pas à jour automatiquement, je pense que vous allez juste aller sélectionner l'application puis le demander de faire la mise à jour. Puis il y a cette nouvelle aventure qui va apparaître. Mais je pense qu'il faut avoir complété le jeu de base pour accéder à ce nouveau contenu. Comme un DLC, d'une certaine manière. Oui, c'est ça. Mais gratuit. Ça fait qu'on aime ça. Même ça, les choses gratuites. On vous conseille de jouer en mode québécois parce que le jeu est encore plus drôle en mode québécois. Amazon. Mais avant, je disais ça quand j'étais plus jeune puis je commençais à commander des trucs sur Amazon. Amazon, oui. Amazon Prime, paraît que c'est pas pire. Ouais. Amazon Game Studios ont annoncé qu'ils sont en train de développer un MMORPG dans l'univers de Lord of the Rings. Et ça va être un MMO free-to-play qui devrait sortir sur PC et sur console et qui est basé sur vraiment l'univers de la trilogie des livres et non les films. Exact. Donc, on est vraiment plus proche du lore des... Bon, le lore des films est quand même proche des livres, mais peut-être qu'il va y avoir le 5e Hobbit qu'on ne voyait pas dans... Celui qui retourne de bord au bout de la comté. Ouais, c'est nah. Je me rappelle plus de son nom, ça fait longtemps. Puis tout le bout avec peut-être Tom Bombadil. Tom Bombadil que les fans veulent voir depuis tellement longtemps, là, finalement, peut-être qu'il va se retrouver dans la série. Peut-être la série, parce qu'Amazon est en train de développer également une télésérie. Oui, absolument. Sur Lord of the Rings, qui va se passer aussi pas en parallèle justement des événements du film. Donc, ça se passe avant. C'est un prequel. Puis là, je sais pas si dans le deuxième âge de la Terre du Milieu. Exactement. Parce que c'est le troisième dans les films. Puis c'est en fait la fin du troisième. Oui, c'est la fin du troisième âge. Fait que je me demande si ça va s'entrecroiser. Je sais pas, ils vont développer peut-être le jeu. En fait, ils ont dit que c'était unrelated. Okay. Donc, ça reste à voir. Peut-être qu'il va y avoir du contenu. Des fois, ils font des événements spéciaux, comme mettons dans les différents jeux Star Trek en ce moment. Il y a souvent des trucs en rapport avec Discovery. Comme dans Star Trek Online, ils ont sorti. Je pense qu'ils sortent une deuxième expansion en rapport avec Discovery. Il y a eu Age of Discovery, puis là, il y a Rise of Discovery. Parle-moi pas sur Discovery, OK? Tu l'as aimé la saison 2, arrête. Non, je l'ai pas aimé la saison 2. C'est pas vrai, ça, je te crois pas. J'ai aimé certains moments, mais OK, ouais, on va garder ça pour PodTrek, notre podcast de Star Trek. Donc, c'est ça. Oui, ce MMO de Lord of the Rings, en fait, sur l'équipe de développement, il y a des vétérans de EverQuest, World of Warcraft, Destiny, donc des vétérans qui ont déjà travaillé sur des MMO. Je suis curieux de voir, est-ce que ça va être un vrai MMO à la World of Warcraft avec un monde persistant? Parce que, justement, au dernier épisode, on avait une question du public par rapport à, est-ce que ça tient encore de faire des jeux comme ça, ou plutôt un jeu à la Destiny, où c'est comme des semi-MMO qui sont en ligne, mais c'est pas nécessairement des mondes persistants qui sont aussi lourds à développer et à maintenir. C'est parce qu'au long terme, c'est plus autant rentable que ça l'a déjà Non, c'est ça. Puis le modèle de l'abonnement, ça fonctionne pour World of Warcraft parce que c'est World of Warcraft. Mais c'est pas tout le monde qui... C'est ça. Donc, là, ils ont dit que c'est un free-to-play. Donc,
comment est-ce que ce modèle-là, bon, il va sûrement avoir des microtransactions, un peu comme ils font dans Elder Scrolls Online avec des trucs cosmétiques. Donc, mais est-ce que ça va être vraiment un monde persistant ou ça va être comme un monde un peu plus fracturé avec des missions spécifiques à la Destiny et tout? Donc, je suis quand même curieux de voir ça. Parce qu'il y a déjà un MMO de Lord of the Rings qui existe depuis longtemps. Mais je pense qu'il n'est pas extraordinaire. Tel fun. Ouais. Mon enfance a comme... t'as joué au... a été outré. Ben, sur la GameCube, je sais pas si c'est celui-là que vous parlez. Non, pas le... non, excusez, MMO, c'est vraiment... RPG. Mais oui, il y avait un bon jeu RPG, Lord of the Rings, oui. The Two Towers, qui était un hack and slash, en fait, qui était excellent. Ah oui, ce jeu-là. Je vais avoir un flashback, excuse-moi. Voilà, c'est pour ça que je l'ai défendu. Mais non, MMO, j'ai pas joué à MMO. Mais il est encore mis à jour. Je pense que la dernière mise à jour date de octobre, dernier octobre. Il y a des gens qui sont actifs sur Lord of the Rings Online. Il y a peut-être du monde qui joue encore à Star Wars Galaxies aussi. Aussi. Je ne sais pas comment ils font parce que les serveurs sont fermés, il me semble. Il y a sûrement des serveurs pirates. C'est ça, exact. Mario Maker 2. Déjà plus de 2 millions de niveaux uploadés dans Mario Maker 2. Ça fait que, tu sais, admettons que tu es un fan de Mario puis que tu achètes Mario Maker 2, tu es correct jusqu'à la fin de tes jours. On s'entend, il y a peut-être 3% des niveaux là-dedans qui sont jouables, là, mais... Ben, en fait, tu peux pas uploader un niveau tant que tu l'as pas complété toi-même. Toi-même, oui, non, mais je veux dire qu'ils sont agréables à jouer. Là. Mais apparemment, dans le 2, l'algorithme est vraiment un peu plus tight. Tu as moins de tableaux un peu n'importe quoi. Là, tu te lances sur une espèce de spring, puis là, tu t'envoies partout. Ah, mais ça, des autos, des niveaux automatiques, il y en a encore. C'est drôle, mais en même temps, c'est des victoires. Quand tu fais le mode endless, c'est comme un laisser-passer. Tu fais le tour assez rapidement. Là, c'est toujours impressionnant quand même. Ça oui. Mais puis tu dois te sentir bien quand tu réussis à faire un niveau comme ça. Là. Tu mets ça dans ton CV après. Dans ton CV de game designer. Il y a le code pour aller télécharger le niveau. Le niveau. Donc, c'est Mario Maker 2 qui semble être un beau succès pour Nintendo. C'était un petit peu le dernier jeu original de la Wii U qui n'avait pas fait son entrée sur Switch. Dans la plupart des jeux importants de la Wii U, il y a eu des ports ou des versions Wii U et améliorées. Switch, comme Splatoon, il y a eu Splatoon 2, mais Mario Kart 8, il y a eu Mario Kart 8 Deluxe. Puis Mario Maker, c'était comme le dernier jeu vraiment original qui était fait pour jouer avec le gamepad. Ça fait que là, finalement, la Wii U, ça ne sert plus à rien parce qu'il y a Mario Maker 2 sur la Switch. Donc, si vous étiez des fans de Mario Maker, maintenant, vous pouvez switcher à la Switch. C'est fait. Switcher à la Switch. Beau jeu de mots. Mais par contre, ce qui était bien sur la Wii U, c'est que tu avais le stylet qui venait avec le gamepad. Puis je trouvais que ça allait beaucoup mieux créer des tableaux avec le stylet. Il y a des stylets maintenant. Il y a un stylet officiel de Nintendo, puis des stylets third party que tu peux acheter pour la Switch. Puis, à combien? 100$ également? Je sais pas. Ça doit être ça. Donc, voilà. Toujours sur la Switch, le 17 juillet prochain, il va y avoir des ajouts sur le service Switch Online, en fait, dans les jeux NES. Ils vont rajouter l'option Rewind, une option qui existait sur les versions classiques. Il y avait sur la NES classique, la SNES classique, tu avais l'option Rewind, que tu jouais un jeu, puis là, tu mourais, tu fais juste comme faire Rewind, puis il revenait. Tu pouvais déjà faire des save states, mais là, tu as vraiment l'option Rewind qui va se rajouter. Et le même jour que celui-là va se rajouter, tu as 2 nouvelles additions, Donkey Kong 3 et Wrecking Crew, qui vont se rajouter à la liste du Netflix, comme on aime l'appeler. Benoît, tu vas nous parler de Cuphead. Oui, Cuphead. Qui devient ce qu'elle est un peu... Ça revient à ses origines. Ça vient, ça vient boucler la boucle. Les 2 nouvelles sont liées étrangement aux jeux vidéo puis à Netflix. Moi, je suis un grand amateur de culture pop. C'est ce qui me fait triper. Puis parce qu'au fond, tu animes les Mystérieuses Talents. On l'a pas mentionné. Merci pour la plug, exactement. un podcast dédié à ça. On est rendu à 605 épisodes. Et un podcast sur la cybersécurité. Oui, Vigile, qui est dans les cadres de mes fonctions au travail. Merci. Ouais. Merci pour la plug. Mais c'est ça, Cuphead, qui a été développé par le studio MDHR, qui
a vendu au-dessus de 4 millions de copies. Il est sorti en 2017 sur Xbox. Maintenant, il est également disponible sur PC. Et sur Nintendo Switch. C'est Nintendo Switch également. Parce que, pas sur Mac, malheureusement pour moi. Microsoft et Nintendo, ils ont couché ensemble. Ah oui? Ouais. Ben, de temps en temps, des petites alliances, ça fait du bien. Ouais. Qui est, comme tu l'as dit, basé en fait sur une esthétique des dessins animés des Fleischer. Des dessins animés qui étaient très populaires dans les années 30. Pensez au Slasher Superman, c'est comme un classique. C'est super, je pourrais dire, tibulaire. L'animation, elle est très slick en bon français. Et donc, le show, ou le film, ou plutôt la série va être adaptée. Le jeu, tabarnouche, je vais le trouver. Le jeu va être adapté en série de Netflix. Ça s'appelle The Cuphead Show, tout simplement. C'est développé par la maison de production de Netflix interne, Netflix Animation, et une compagnie qui s'appelle King Features. C'est eux autres qui possèdent les droits de Popeye, Garfield et Archie. C'est leur premier gros projet, je peux dire, sur le long terme. Donc, ça va être une série. Donc, c'est le premier gros projet. Et c'est parrainé par des gens qui ont travaillé sur Rocko's Modern Life et également des shorts de Mickey Mouse qui sont sortis, je pense, il y a environ 2 ans de ça. Donc, les gens qui sont familiers avec le milieu de l'animation. Les 2 créateurs du jeu, les frères, il faut que je regarde le nom, Moldenhauer, qui ont produit Cuphead, le jeu, sont producteurs exécutifs sur le projet. C'est une autre histoire, donc on ne suit pas nécessairement les événements du jeu. Dans le jeu, les 2, Cuphead et Mughead, essaient de retrouver leur âme. Il a fait aussi un deal avec une entente avec le démon. Là, ça semble être quelque chose qui va être épisodique. Chaque épisode est dédié à une thématique particulière, comme Mickey Mouse, par exemple. Dans un épisode, pouvait être un charpentier, puis dans l'autre épisode, pouvait être un cuisinier. C'est un peu dans cette idée-là. C'est pour ça que ça s'appelle The Cuphead Show. C'est comme, comme un show de variété. C'est comme écouter Télépirate, mais avec des Cuphead. OK, je ne suis pas sûr de l'analogie, mais je comprends exactement ce que tu veux dire. Oui, c'est ça. C'est une série de vignettes, si vous voulez. Donc, on n'a pas besoin d'avoir joué au jeu. C'est adressé à un public un peu plus adulte. Adolescents, jeunes adultes, les enfants, ça ne sera pas nécessairement violent, mais ça va être pour un public un peu plus adulte. Parce que le jeu était quand même très difficile, puis ça ne s'adressait pas aux enfants, exact. Plus à des gamers un petit peu hardcore. Oui, c'est ça. Malgré le look très enfantin, Fleischer, c'était un jeu pour les puristes, là, les gens qui ont une maîtrise pleinement de leur capacité, de leur manette. Donc, on va aller dans ce sens-là. Je trouve ça très intéressant quand même. Puis, l'animation va être faite aussi sur papier en partie, mais aussi à l'ordinateur. On sait que le jeu, on avait animé, puis on avait transposé ça vers la machine. Là, c'est comme un mix des deux, si je comprends bien. On n'a pas de date de sortie, on ne sait pas le nombre d'épisodes. Les voice actors, ça n'a pas été annoncé, mais bon, ça a été annoncé cette semaine. Puis je pense que je suis très, très, très curieux de cette initiative-là. Puis j'aime ça, l'idée du cross-platforming, dans le sens que au Japon, c'est très... ça arrive souvent qu'une BD va devenir un jeu vidéo. Le jeu vidéo va inspirer un film, puis c'est comme normal. Ici, on dirait qu'on a un peu plus de difficulté avec ça. Mais là, tu as Castlevania sur Netflix, là, tu vas avoir The Cuphead Show. Fait que je suis très hâte de voir ça. Tu penses qu'ils vont peut-être rajouter des features interactifs? Parce qu'ils commencent à faire ça, Netflix. Ah oui, avec le jeu. D'ailleurs, c'est ça, il a fait ça, un épisode de Black Mirror. Oui, il y a eu un épisode de Black Mirror. Puis il y a un truc aussi... Le gars qui est dans la nature, là, qui est le mime... Bear Grylls. Il y a une série avec Bear interactive. Ah, ouais, tu sais, le gars du mime Bear Drink My Own Piss. C'est ça. Overcome Adapt. Là, il y a une série interactive où est-ce que tu décides, hey, il va là ou il va là. Puis, Peut-être. Mais j'ai comme l'impression qu'on va aller dans quelque chose de plus classique. Là. Très curieux, j'ai hâte de voir ça. Puis Windows, au fond, on en avait parlé la semaine passée. On se demandait c'était quoi ça, l'affaire de Windows 1.0. On pensait que ça allait être un skin pour Windows, puis tout ça. Puis Eric Hébert, il a dit ça a rapport sûrement avec Stranger Things. Puis moi, j'étais comme non, ça n'a pas rapport, là. C'est pas Stranger Things. Mais finalement, il avait raison. Eric Hébert avait raison. J'aime pas ça dire ça. Il va me ramener ça d'en face une couple de fois. Mais Eric Hébert avait raison. C'est même pas un skin, c'est pas un émulateur. On revient pas en arrière. C'est vraiment une app ou un petit logiciel qui prend les allures de Windows 1, qui est sorti en 85, si je me souviens bien. Et là, c'est Windows 1.11 pour Eleven, un des personnages de la série Stranger Things, parce que ça fait partie d'un partenariat avec Netflix pour faire la promotion de la série et vice-versa, parce que ça, le logiciel est sorti en 85.
La 3e saison est disponible depuis environ, ça va faire une semaine bientôt, et ça fait partie d'une initiative de Netflix de signer, ils ont signé avec 75 compagnies, en fait, pour faire la promotion de la série. Dont Fortnite. Fortnite? Oui, il y a eu un truc. Ben maintenant, Fortnite, il y avait un truc avec John Wick. À chaque film qui sort, il y a de quoi qui se passe dans Fortnite. OK, bon. Un événement spécial, un mode, quelque chose. Ouais, Fortnite, maintenant, c'est l'équivalent des joueurs McDo. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens, quand il y a un gros film populaire qui sortait, tu avais des joueurs McDo thématiques. Mais maintenant, à la place, tu as des tu as des trucs immatériels, cosmétiques à acheter dans Fortnite pour tes enfants. C'est de la promotion différente. C'est ça. Tu vois? Ben, justement, Netflix, c'est ça, 75 compagnies, ils se refusent de... Puis c'est normal, il y a un abonnement pour Netflix. Ils refusent de mettre des pause publicitaire, mais la publicité est dans la série. Je te donne un exemple. Ils ont ramené le New Coke juste parce qu'il y a ça dans la 3e saison. Ouais. Coke a sorti ça dans quelques positions, quelques régions aux États-Unis. Basket Robbins. Et là, c'est ça, le partenariat avec Microsoft. C'est rempli, en fait, d'œuvres de Pâques ou de petits clins d'œil à la série. C'est plutôt simplet, c'est pas vraiment intéressant, à part un petit dungeon crawler qui est vraiment le fun. Encore une fois, minimaliste, c'est un personnage qui rentre dans des pièces, qui se dévoile au fur et à mesure, puis les lettres R vont bouger en même temps que ton personnage bouge, puis il faut les éviter pour passer d'un donjon à l'autre. Puis là, quand tu arrives au bout, tu as un petit exemple, un petit extrait de la série, sous le temps pixelisé, les petits effets sonores qui ont marqué notre cerveau quand on était jeune sont dedans. Ouais. Donc c'est vraiment un petit truc vraiment le fun. C'est disponible sur Windows seulement, donc il faut Windows 10 ou plus pour pouvoir y accéder. Encore une fois, moi, en tant que gars de Mac, je suis blâmé. Je ne suis pas blâmé, mais je ne peux pas y avoir accès, malheureusement. Mais c'est un petit truc sympathique là, qui prend pas grand-chose, pas grand temps pour passer au travers. Puis, si vous avez... mais par contre, je dirais, écoutez la série avant. Parce qu'il y a des extraits il n'y a pas des spoilers comme tels, mais ça donne... à mon goût, trop d'informations. Est-ce qu'ils utilisent Windows pour battre les méchants? Non? Ah, ça, je pourrais pas dire encore. Pas un spoiler. Peu comme dans le film Évolution, ils utilisent Qu'est-ce qu'ils utilisent dans Évolution? Head and Shoulders pour battre les méchants. Oh mon Dieu. Finalement, c'est une pub de 2 heures. Tu l'as pas vu le film avec David Duchovny? Non. Il faut que tu vois ce film-là. Je sais qu'en plus, c'est Reitman qui a réalisé ça, qui est le réalisateur de Ghostbusters, mon film préféré. Mais c'est vraiment un très bon film. C'est une bonne comédie. Il n'y a pas un caméo d'Anne Aykroyd, d'ailleurs, dans ce film-là? C'est possible, oui. Bon, mais écoute, je vais aller louer ça sur iTunes tantôt, juste pour toi. Donc, je ne pourrais pas dire. Mais il y a des scènes, on voit des scènes, puis j'ai l'impression que si on veut vraiment arriver dans Stranger Things, puis pas anticiper ce qui s'en vient, il en donne un petit peu trop à mon goût. Moi, j'ai arrêté de regarder les vidéos justement de Windows 11 parce que je voulais 1.11 parce que je trouvais que ça m'en disait trop. De toute façon, maintenant, la saison est disponible au complet. Tu peux l'écouter en une seule soirée. Binge-watcher. D'ailleurs, juste pour compléter, sur le site de Polaroid, oui, vous pouvez acheter un nouveau Polaroid, si vous voulez, un modèle de Polaroid. Mais si vous faites le code Konami, il y a un jeu vidéo qui va apparaître dans le site Internet. Donc, vous allez pouvoir jouer un jeu à même le site de Polaroid. Wow. Hein? Bon, Stranger Things est partout. Yep. Ils ont de l'argent, ils ont du Netflix money. Yes. Ça fait que la fin de semaine dernière, c'était le Comic-Con de Montréal. Oui. Puis on est allé, puis on a essayé des jeux indie, principalement. Au fond, l'Auto-Québec, maintenant, à chaque année, il y a la zone indie, l'Auto-Québec. Donc, vraiment, il invite des développeurs québécois à présenter leurs jeux. Il y a des jeux qui sont sortis, d'autres qui sont sur le point de sortir, d'autres qui sont encore en développement, puis ils sont là pour avoir du feedback du public. Et on en a essayé plusieurs. Puis Patricia, tu es en train de faire un article où est-ce que tu vas lister tous les jeux qu'on a essayé. Mais là, pour le podcast, préparer un petit top de ceux que tu as préférés. C'est ça. J'ai choisi mes 5 préférés personnellement à moi. Donc, c'est ça, comme tu disais, il y en avait à peu près une vingtaine qu'on a pu essayer au Comic-Con de Montréal. C'est vraiment le fun. C'est très inclusif. Souvent, il va y avoir le développeur qui va être là. Il va y avoir plusieurs personnes de l'équipe qui vont être là, qui vont pouvoir vous expliquer comment le jeu fonctionne et qui vont pouvoir aussi, justement, comme tu dis, prendre votre feedback si jamais vous avez des choses, des petits bugs, des choses qui ne fonctionnent pas. C'est vraiment le fun. Je vous conseille d'y aller à la prochaine zone Indie l'Auto-Québec. C'est gratuit, vous avez comme 20 jeux que vous pouvez essayer. En plus, là, je pense qu'avec il va sûrement en avoir une au DreamHack aussi cet automne. Oui.
Puis c'est ça, une fois que vous êtes dans l'événement, là, cette zone-là, c'est gratuit, puis vous avez 20 jeux à essayer comme ça. Souvent, c'est des petits démos. Des fois, même qui vont faire des modes spéciaux pour l'événement auquel ils sont, le Comic-Con. Justement, il y avait des petits démos, des fois spéciales. Donc, le premier, mon préféré, je dirais, qu'on a essayé, c'est Rainbow Billy, qui a changé de nom, je pense. Hein? C'était Steamboat Billy avant, mais c'est rendu Rainbow. Justement, on parlait de Cuphead, puis c'est un jeu qui s'inspirait beaucoup de Cuphead. Ça reprenait aussi le style d'animation. Oui, surtout visuel, c'est ça. Spulaire, là, c'est vraiment dans ce genre-là. Ça reprenait vraiment ce genre-là. Puis là, au fond, puis c'était en 2D aussi. Puis là, ils ont transformé leur jeu. Maintenant, ça s'appelle Rainbow Billy. Puis là, c'est comme un mélange de 2D puis 3D. Ça fait que, ils ont pris le feedback qu'ils ont eu justement, puis ils ont beaucoup transformé le jeu. Puis ça s'en vient vraiment quelque chose d'assez différent. Puis ça ressemble pas du tout à Cuphead au niveau du gameplay. Non, c'est ça. Dans le gameplay, c'est vraiment 0% Cuphead. C'est pas un shooter. C'est au contraire, c'est plus. En fait, quand on a parlé aux développeurs, ils nous ont comparé ça un peu avec un Pokémon. Parce que il y a des combats contre des créatures, vous avez des attaques que vous pouvez utiliser. Fait que dans ce sens-là, un peu le tour par tour avec des créatures, ça ressemble un peu à Pokémon. Une fois que vous avez battu aussi la créature adverse, vous pouvez l'amener dans votre équipe. Et en fait, quand vous vous battez, c'est pas des attaques, c'est avec de la couleur. Donc, je vais revenir, c'est d'une mécanique de couleur. Donc, le monde est en noir et blanc parce que vous vous êtes fait voler la couleur dans votre monde. Et vous jouez le petit Billy, qui est le seul qui lui reste de la couleur, en fait. Donc, lui, il peut aller ramasser de la couleur et en redonner. Puis le but, c'est de recolorer ce monde-là. C'est bien sympathique. Oui, c'est très, très mignon. Je pense que c'est un jeu qui va être aussi facilement jouable peut-être par des enfants. J'ai pas encore vu au complet les mécaniques Pokémon, comme on dit. Là. C'est peut-être un peu compliqué, les mécaniques de combat, mais pour l'instant, ça avait l'air assez family-friendly, comme on pourrait dire. C'est Manavoid Entertainment qui fait ça. C'est aventure, RPG, dans le fond, c'est vraiment ça. Là, vous créez votre équipe. Il y a un côté puzzle, platforming un peu. Puis quand tu arrives dans un combat, là, ça devient plus comme un RPG. Oui, c'est ça. Tu te promènes dans le monde. Il y a des petits puzzles qu'il va falloir que tu débloques pour pouvoir continuer. Souvent, ces puzzles-là, tu vas avoir besoin, dans le fond, comme on disait, de la couleur pour pouvoir avancer, dans le fond, dans le monde. Jusqu'à date, ils ont fait 3 îles. Ils pensent peut-être en faire d'autres. Donc, c'était vraiment cool. On a pu essayer, dans le fond, un peu comme le début du jeu. C'était un démo. Le jeu est pas terminé, mais je pense que ça s'en vient dans pas tellement longtemps, dans la prochaine année. Donc, on a bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ensuite, autre jeu que j'ai très bien aimé, c'est Hollow Bunnies, Pause Café. Moi et Mario, on a joué. Oui, c'est lequel celui-là? C'est celui qu'il faut que tu pousses les autres en bas de... Non, c'est celui où est-ce qu'on on était comme des petits bunnies, puis il fallait se tirer avec des armes... où il y avait un... Oui. Ça ressemble un petit peu à... Worms, peut-être? Tu sais, j'ai gagné. Pas Worms, plus... Il y en a un autre, là, t'es 4, là, puis dans un petit tableau. Oui, avec des flèches. Ouais, avec des flèches, là. Le nom m'échappe, mais je sais exactement de quoi tu parles. Mais c'est un jeu de party, tu sais, où est-ce qu'il faut que tu combats, au fond, d'autres personnes dans un environnement restreint en 2D. Mais dans le fond, c'est un préquel à le jeu complet. Dans le fond, ce jeu-là qu'on a joué, c'est Hollow Bunnies Pause Café, qui est déjà disponible sur Steam, ça j'en suis certaine. Je ne sais pas s'il est disponible sur des consoles, mais en fait, c'est ça, c'est un préquel au jeu complet, à l'aventure complète des Hollow Bunnies. Fait comment ils ont expliqué ça, c'est que Pause Café, en fait, c'est les Hollow Bunnies dans leur petit monde, qui pour l'instant, avant que la grande aventure commence, tout ce qu'ils font, c'est se battre entre eux pour voir c'est qui le plus fort. Donc, un Brawl Mode et aussi un Boss Rush Mode. Donc, on peut aller combattre des créatures directement dans leur univers. Oui, le Boss Rush, d'ailleurs, c'est en coop. Ouais. Mais il faut que tu fasses attention au Friendly Fire parce que sinon Est-ce que c'est sanglant? Est-ce qu'on voit des lapins Non, il n'y a pas de sang du tout. Je sais pas pourquoi je voulais ça. Je voulais comme des lapins qui explosent. C'est très mignon. Le jeu auquel je pensais, c'est Towerfall. Au fond, ça a fait penser un peu à Towerfall au niveau quand c'est des combats un contre un ou à plusieurs. C'est des petits jeux que la mécanique est simple, mais quand tu l'appliques comme du monde, là, ça peut devenir rapidement intéressant. Oui. Oui, on a eu beaucoup de plaisir, dans le fond, c'est ça, dans le mode Brawl, moi et Mario, à se combattre. Oui. Et comme il dit, dans les boss, il faut faire attention à Friendly Fire, ça pardonne vraiment pas du tout.
Donc, autre jeu que j'ai beaucoup aimé, c'est un jeu qui est un petit peu difficile d'avoir un gros aperçu avec juste un petit démo comme ça, mais c'est Spiritfarer. Donc, pourquoi je l'ai beaucoup aimé? Honnêtement, comme je disais, c'est difficile d'avoir un bon aperçu, tu sais, en faisant juste comme un tout petit démo, vu que c'est un jeu qui se construit à travers, dans le fond, le fait de le jouer. C'est un jeu un peu de gestion. Donc, sur le thème de la mort, il faut amener les âmes des gens. Je suis plus des animaux, en fait, des animaux qui sont décédés, qui vont devenir vos compagnons dans votre bateau et un jour, il va falloir les laisser partir. Donc, c'est toute cette... le deuil. Exactement, toute cette thématique-là, puis sur un fond visuel magnifique. C'est beau, c'est coloré, les animaux sont mignons. J'ai beaucoup aimé la jouabilité du jeu, de l'avoir en main. Là, j'avais envie de faire courir le personnage d'un bord puis de l'autre toute la journée. Il y a un peu de plateforme puis tout, puis c'est super facile. La jouabilité était vraiment le fun. Fait que moi, j'ai bien hâte que ça sorte. Sont vers la fin du développement, ça aussi. Je pense que dans la prochaine année, on devrait y avoir accès. Super cool comme jeu. Si vous aimez les jeux un petit peu plus gestion, vous pouvez vous-même construire les choses qui sont sur votre bateau et tout pour ensuite amener vos amis animaux vers l'au-delà. C'est super, super touchant. Autre jeu, dans le fond, c'est ça, j'en avais 5, c'est mon 4e, Tribes of Midgard. J'espère que je le dis comme il faut. C'est Northfell Games qui a fait ça. En fait, c'est un gars, lui, qui a eu l'idée. C'est un passionné de mythologie nordique. Donc, il voulait faire un jeu dans cet univers-là. Donc, lui, il a voyagé, il a été en Islande, il est tombé en amour avec l'Islande. Donc, toute la map que vous avez, ça va être créé à partir de ce que lui a vécu, de ce qu'il a vu des environnements naturels en Islande. Donc, dans le fond, le but du jeu, c'est un jeu de survie où ce que vous pouvez jouer avec vos amis en ligne. Donc, vous créez vous-même une ville, vous créez autour d'un arbre qu'il faut protéger. Donc, vous créez votre ville, vous pouvez mettre des remparts, des choses comme ça. Chaque nuit, vous avez des hordes d'ennemis qui viennent attaquer votre ville. Il faut que votre arbre, en fait, survive chaque nuit. Et vous avez aussi un énorme géant. Sur la map, ça fait comme une flèche qui le pointe. Puis ce géant-là, s'il arrive à votre ville, c'est presque game over automatique parce qu'il est tellement puissant. Donc, il faut aller le chercher. Puis il faut aller le combattre avant qu'il arrive à vous. Et vous avez un géant de glace, un géant de feu. Donc, les armes vont faire des dommages différents. Une arme de feu contre un géant de glace, c'est fort. Donc, c'est vraiment, c'est ça. C'est un jeu de survie. Il faut survivre le plus longtemps possible, se faire la plus grosse ville possible. Et entre amis, je pense que ça peut être vraiment, ça peut être quelque chose de fun d'aller combattre des géants. Tout ça dans une mythologie nordique très, très fidèle. Donc, il a fait beaucoup de recherches, il a été dans des musées. Fait que c'est très fidèle. Fait que si vous aimez bien la mythologie nordique, Tribes of Midgard, c'est un superbe jeu. C'était vraiment beau. Dernier, Speed Brawl, c'est simple, c'est le fun, c'est efficace. C'est un jeu course-combat, side-scrolling 2D. Donc, ce qu'on appelle un beat-em up souvent. Ouais, c'est ça. Tu avances puis tu bats des ennemis. Ouais, un beat-them up ou beat-them all? Bon, regarde, je pense que les deux, c'est la même affaire, Il y a du combat impliqué les deux. C'est ça, c'est comme un big demon, mais il y a aussi la mécanique de course qui est très importante. Donc, il faut vraiment finir le level le plus rapidement possible. Fait que le but, c'est de garder son élan quand on court, d'essayer de faire des combos, de battre comme 3 ennemis de suite, puis de pouvoir tout de suite s'en retourner. Fait que le développeur, quand il nous en a parlé, il nous a dit c'est un peu comme Sonic, dans le sens de la course, mais avec du combat. Fait que comme un peu plus cool. Mettons, Double Dragon puis Sonic ont eu un enfant. Ça donne Speed Brawl. Oh mon Dieu, c'est une image, ça. Ça a donné le Sonic qu'on voit dans l'annonce du film. Oh, ils sont plus beaux que ça, les personnages. Ouais, non, c'est visuel aussi vraiment cute, cartoon, super le fun. Ça se joue facilement. Je veux dire, tu prends la manette puis tu sais automatiquement quoi faire. Je veux dire, A, t'attaques, X. A, tu sautes, X, attaque. Je veux dire, ça se prend super bien en main. C'est très intuitif. Exactement, merci, je cherchais le mot. Intuitif. Ça se plaque toujours bien comme organique puis intuitif. Donc, c'était ça pour mes préférés, moi, personnellement, de la zone indie du Comic-Con. Mais c'est sûr qu'il y avait... J'ai eu de la misère à choisir. Il y en avait presque une vingtaine. Je pense que j'ai noté qu'on en a essayé 18.
Puis il y en a comme un ou deux qu'on a vraiment pas eu le temps d'essayer parce qu'il y avait tellement de monde. Mhm. C'était super populaire. C'est vraiment le fun de voir ça. Puis ça fait connaître justement nos studios d'ici, les jeux d'ici, que les gens auraient peut-être... ils se seraient peut-être perdus dans la masse Steam, dans ces affaires-là. Mais là, de les avoir puis de savoir que c'est fait par des Québécois puis que ça va sortir bientôt, ben là, les gens Ils sont l'ajoutent tous à leur réunis. wishlist. C'est vraiment une belle initiative, je trouve. Oui, c'est vraiment le fun. Puis c'est super inclusif. Les développeurs sont contents de faire essayer de leur jeu. Puis fait que c'est vraiment, vraiment le fun. Si jamais les gens, vous voulez y aller là, à la zone indie, le prochain, c'est au DreamHack, je pense, en septembre, c'est ça? Oui. Ben, gênez-vous pas. Ben, je pense qu'il va en avoir une. Je pense... Oui, d'habitude, normalement, il y en a une au LAN ATS, puis je pense au DreamHack aussi. C'était tout? Oui, c'était tout. C'est zone indie. Donc, je vous invite à, en fait, quand il sera, ça devrait être en ligne peut-être aujourd'hui ou dans les prochains jours, ton article sur l'ensemble des jeux que tu as essayé dans la zone Indie Loto-Québec au Comic-Con de Montréal. On va sortir, en fait, probablement sur Z-Télé aussi un article sur les meilleurs cosplays qu'on a vus, puis une entrevue que j'ai faite avec M. Lou Ferrigno qui fait Hulk. Qui faisait Hulk dans les années 70 il y a et très qui fait longtemps. encore maintenant la voix de Hulk dans les films du cinématique Marvel Cinematic Universe. Je viens de voir 2 petites nouvelles qui sont sorties depuis ce matin. Donc Square Enix confirme que le remake de Final Fantasy VII n'est pas prévu pour aucune autre plateforme que PS4. Donc pour l'instant, c'est une exclusivité PS4. Et autre petite nouvelle, Nintendo confirme qu'il n'y aura pas d'autres nouveaux hardware cette année que la Nintendo Switch Lite. Donc, si vous attendez une nouvelle version de la Switch régulière, plus puissante, ben, ce ne sera pas cette année du moins. Donc, peut-être l'année prochaine. Mais en même temps, c'est normal. Ils viennent de sortir ça. Ils vont vouloir maximiser, vendre ça, surtout avec la rentrée et la période des fêtes. Qui s'en vient. Là, donc, après ça, s'il y a une nouvelle version de la Switch, 2020. ce sera annoncé après cette période-là. Donc, je pense que ça fait le tour aujourd'hui. Je vais vous inviter en fait à aller voir du contenu sur le site de RDS Jeux vidéo qu'on a sorti dans les derniers jours. Si vous suivez la scène e-sports de Rocket League et de League of Legends, ben, je vous conseille d'aller voir les chroniques de Fred Classique Nollet. Il y a Cedric Fisher qui a sorti un top 10 des crossovers improbables dans le jeu vidéo. Ça, c'est toujours le fun, ces petits tops-là. Véronique Fabuleuse Bouffard, qui était au Comic-Con aussi en fin de semaine, puis elle a fait un vidéo recap de toute l'expérience du Comic-Con. Donc, on voit aussi la zone Indie Auto-Québec. Donc, si vous voulez avoir une petite idée de quoi ça a l'air, allez voir les vidéos de Fabulous. Et aussi Pascal Ménard, qui est notre chroniqueur Magic the Gathering Arena. Il y a un nouveau set qui vient de sortir, qui est le Core Set 2020. Et au fond, il a fait un petit article où est-ce qu'il parle des cartes à surveiller, puis certains decklists qui sont sortis dans cette nouvelle méta. Donc, les Core Sets sont faites pour pas trop brasser la méta. Ça s'adresse plus à des joueurs, aller chercher des nouveaux joueurs. Donc, souvent, ils réimpriment des cartes un peu plus classiques, plus simples. Donc, les cartes qui viennent changer la méta, ça va être plus dans le cas de Core Set 2020, c'est plus des cartes de sideboard. Parce que dans Magic, bon, tu as le sideboard. Quand tu fais des parties de 2-2-3, entre chaque partie, tu peux aller chercher des cartes de sideboard Tu m'as déjà perdu. pour te matcher à ton adversaire. Donc, ça va être des cartes plus situationnelles. Puis, bon, il y a des nouveaux decklists qui sont sortis. Où est-ce qu'il y a certaines tribus qui étaient un peu délaissées, comme les vampires 2 minutes. et les dinosaures. Maintenant, qui redeviennent compétitifs, les vampires et les dinosaures. Donc, allez voir l'article de Pascal Ménard si vous êtes un fan de Magic. Puis au fond, c'est dans le format standard. Donc, on parle de Magic the Gathering Arena parce que c'est la version jeu vidéo e-sport, si on veut, mais c'est le même méta que dans la version papier standard. Donc, les conseils qu'il y a là-dedans s'appliquent à toutes les versions du jeu qui supportent le format standard. Donc, ça fait le tour aujourd'hui. Je vous invite à
allez vous abonner à nos pages RDS Jeux vidéo. Il y a la page Facebook, il y a le groupe Facebook RDS Jeux vidéo. En ce moment, il y a le défi NES RDS du mois de juillet. Vous pouvez gagner des prix. Il y a aussi, je vous invite à suivre, à télécharger l'application iHeartRadio parce que toutes les balados ça apparaît à l'écran par magie. Toutes les applications, au fond, de Bell Media sont sur iHeartRadio, dont Terrain de jeu. Il y a toutes sortes d'autres balados que vous pouvez écouter là-dessus. Puis, évidemment, les radios de Bell Media également. Et on va être sur YouTube aussi et sur rds.ca. Donc, merci de nous avoir écoutés. Je vous invite à nous suivre puis à nous écouter au prochain épisode de Terrain de jeu. À la prochaine. À la prochaine.